Suite du débat, la parole est à Madame Nathalie Goulet. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, j'espère que vous excuserez ma petite forme matinale. Rentrant des États-Unis, précisément, je suis en total décalage horaire, d'autant qu'hier, nous avons amorcé le débat qui continue ce matin avec le Amazon bashing, puisque nous avons parlé de la politique culturelle de la France et évidemment des difficultés qu'il y avait à la soutenir face à un géant américain. Donc je vais rapidement évoquer trois points ce matin. Jean Bizet a déjà évoqué le problème de l'agriculture, je vais évidemment y revenir. Je vous parlerai ensuite des régulations financières. C'est à la limite des accords dont nous parlons aujourd'hui, mais néanmoins, je pense que c'est important d'en parler, d'autant que j'ai vice-présidé la commission d'enquête sur l'évasion fiscale, et je crois que de ce point de vue, il y a du travail à faire. Et puis, je terminerai par les données personnelles, en sachant que finalement, ce qui est en général bon lorsqu'on fait une négociation, on entreprend une négociation avec les États-Unis, c'est que c'est toujours bon pour les États-Unis. Si les États-Unis cherchent à négocier quelque chose, c'est qu'ils y ont un avantage. Quant à l'Europe, marcher en ordre dispersé est son habitude, marcher d'un seul pas est un peu plus compliqué, d'autant que les États-Unis ont une politique, la Grande-Bretagne va essayer de maintenir sa place financière, l'Allemagne sa place industrielle, et que la France a beaucoup plus à perdre qu'à gagner, compte tenu du fait qu'elle a une politique de défense, qu'elle a une politique culturelle, qu'elle a également une politique agricole, et que de ce point de vue, il y a plus de choses à perdre qu'à gagner, le cas échéant, dans un accord qui serait mal négocié avec l'Europe et les États-Unis. Alors sur l'agriculture, vous n'en voudrez pas au sénateur Delorme de vous parler du camembert, mais mon voisin de la Manche l'a déjà fait. Les exploitants... Mais oui, du Pont-l'Évêque, bien sûr, mais ça c'est dans le Calvados. C'est pas loin, non, c'est pas loin. Soyons normands, réunifions... puisque nous sommes entre nous, c'est tout à fait un débat actuel. Bref, beaucoup d'agriculteurs craignent évidemment, et le consommateur aussi d'ailleurs, de voir arriver dans nos assiettes des produits transgéniques, ou du moins ne respectant pas les normes sanitaires européennes. Ce débat semblait tranché en France depuis la décision du 18 juin 2008 du Conseil constitutionnel. Qu'en sera-t-il après l'adoption de cet accord? Les États-Unis vont-ils revoir à la hausse leurs normes OGM, ou les pays européens devront-ils revoir leurs standards? C'est un débat. De même, les aides directes et les primes versées par la PAC, cet accord conduira-t-il à les qualifier de subventions directes ou à les regarder comme des distorsions de concurrence? Seront-elles épargnées? Ces craintes pèsent sur l'activité des exploitants agricoles et des éleveurs, peuvent freiner, le cas échéant, leurs décisions d'investissement et un certain nombre de perspectives de reprise, compte tenu de l'importance du secteur agricole dans l'économie française. La nouvelle économie n'est pas moins atteinte par ces incertitudes. Je vous parlais tout à l'heure de la régulation bancaire. Les banques de la place new-yorkaise ont récemment mis un coup d'arrêt aux tentatives de régulation initiées à la suite de l'adoption de la loi bancaire américaine en juillet 2010. La mise en œuvre de ce texte avait été volontairement retardée pour favoriser le dynamisme des marchés financiers et la reprise de l'investissement outre-Atlantique. En France, nous venons tout juste de mettre en place un régime de séparation des activités de détail de spéculation au sein des établissements bancaires. Là aussi, de quel côté penchera la balance? En l'état actuel, il semblerait que l'acte de décès de la régulation financière soit signé. Le secrétaire d'État américain au Trésor a proposé en novembre dernier d'exclure la finance du champ des négociations. Pour que cette question soit abordée au G20, cette annonce a suscité une levée de boucliers à Wall Street, mais aussi en Allemagne. On se rappelle tous évidemment que la crise financière est partie des États-Unis, que manifestement les mauvaises habitudes sont revenues bien rapidement après les premières craintes et après le renflouement d'un certain nombre de banques. Je crois que les mauvaises habitudes ont vraiment repris leur place aux États-Unis et sur la place financière.
L'Europe et les États-Unis représentent 60% du volume d'activité des marchés bancaires et financiers. L'intégration de leurs services dans l'accord conduirait à deux phénomènes qui reviendraient purement et simplement à rayer le mot régulation de la carte au moment où la France et l'Europe tentent précisément d'instaurer cette régulation. Et moi, je pense que le marché a besoin de cette régulation, faute de quoi nous ne sommes pas à l'abri d'une deuxième crise financière comme celle que nous avons essuyée. L'harmonisation des normes applicables et des services bancaires et financiers est totalement contradictoire avec le travail législatif engagé depuis 2009. Les lois de régulation bancaire qui ont été adoptées ou sont en cours d'adoption aux États-Unis et en Europe ne sont pas strictement les mêmes. La loi Dodd-Frank aux États-Unis, qui est en cours de mise en œuvre, porte davantage sur l'adoption d'une série de mesures prudentielles que sur l'élaboration d'une filialisation à l'image de la loi française. Qu'en sera-t-il de l'agrément bancaire? Une banque américaine pourra-t-elle s'installer librement sur notre territoire ou du moins y distribuer ses services? Aurons-nous la coexistence de deux secteurs, banque régulée et une banque dérégulée? L'accord prévoit un mécanisme d'harmonisation au forceps. Je crois que là, Madame la Ministre, nous avons vraiment fort à faire compte tenu de la porosité de ce secteur. J'en aurais pratiquement terminé en vous parlant des données personnelles. Les derniers scandales, évidemment, de la NSA et des écoutes ont réactivé ce problème. Les firmes font peser un risque sur leur protection et travaillent en concert avec les autorités de surveillance américaines, sont intéressées évidemment par la conclusion de cet accord. Facebook dispose d'un quasi-monopole de la gestion des données en Grande-Bretagne. Qu'en sera-t-il pour Amazon, Apple ou Google? Comment pourrons-nous développer une offre alternative en France face à l'emprise de tels géants? Comment pouvons-nous lutter sur ces protections de données personnelles? Nous avons vu déjà dans la loi de programmation militaire les difficultés qu'il y avait à instaurer cette protection des données. Nous arrivons dans quelques jours, le 20 janvier prochain, sur le texte sur la géolocalisation qui va poser exactement le même type de problème. À titre personnel, je pense qu'il est tout à fait illusoire de penser protéger des données compte tenu de la façon dont fonctionne aujourd'hui notre vie en réseau et en objet connecté. Dès que vous ouvrez votre téléphone portable, vous acceptez finalement à la fois la géolocalisation et à la fois la transmission de vos données, y compris personnelles. Mais je crois que c'est un combat que nous devons quand même mener. Sur ces rapports transatlantiques, très franchement, j'ai le sentiment que la régulation bancaire et les données personnelles sont des éléments absolument fondamentaux qui marqueront, je crois, l'empreinte de la France et de l'Europe face à cette dérégulation et ce naufrage complet des États-Unis, qui n'ont absolument rien appris de la crise économique et qui sont absolument prêts non seulement à ressombrer, mais à nous faire sombrer avec eux. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Nathalie Goulet.